Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi 23 décembre. Explosion dans 2 ambassades à Rome. La piste anarchique privilégiée. Toutes les représentations diplomatiques ont été placées ce soir en état d'alerte dans la capitale italienne. Le laboratoire Servier reste silencieux malgré une pression toujours plus forte. Un goût du secret qui renforce les soupçons de dissimulation des dangers du Mediator de la part du labo français aux méthodes contestées. La solitude déclarée grande cause nationale en 2011 après les violences faites aux femmes. Gros plan dans ce journal sur un mal social qui touche plusieurs millions de Français. Également dans ce journal, l'appel de 85 parlementaires pour les chrétiens persécutés d'Orient. La police italienne suit la piste anarchiste dans une nouvelle affaire de colis piégés adressés aux ambassades qui rappelle des faits similaires en Grèce. 2 explosions se sont donc produites à Rome aujourd'hui, faisant à chaque fois un blessé. Marie Lebon. À Rome, les ambassades sont ce soir en état d'alerte générale et sont passées au peigne fin par les forces de l'ordre italiennes. 2 attentats ont fait 2 blessés. Le premier colis piégé a explosé aux alentours de midi à l'ambassade de Suisse, blessant grièvement aux mains l'employé qui ouvrait le courrier. 3 heures plus tard, c'est à l'ambassade du Chili qu'a lieu la seconde explosion. Pour Gianni Alemanno, maire de la capitale italienne, il s'agit d'une vague de terrorisme inquiétante. Un 3e colis suspect découvert auprès de l'ambassade d'Ukraine s'est finalement révélé n'être qu'une fausse alerte. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais selon le ministre de l'Intérieur italien Roberto Maroni, la police suivrait la piste anarchiste. Une information judiciaire a été ouverte pour attentat à finalité terroriste. 173 morts dénombrés en 5 jours en Côte d'Ivoire selon l'ONU qui adopte ce soir une résolution dénonçant des atrocités de la part des partisans de Laurent Gbagbo. La présence de charniers est évoquée à Abidjan. Le Premier ministre Guillaume Soro, investi par Alassane Ouattara, demande l'envoi d'une mission de la Cour pénale internationale. Un numéro vert mis en place par les pouvoirs publics pour s'informer sur le Mediator qui pourrait avoir fait jusqu'à 2000 morts dans notre pays. Le 0800 880 700. Les 5 millions de Français ayant consommé ce médicament retiré du marché il y a un peu plus d'1 an peuvent s'informer donc sur ces dangers. Malgré diverses alertes, le Mediator a été commercialisé pendant 33 ans par le laboratoire Servier, confronté aujourd'hui à des accusations et des soupçons de plus en plus embarrassants. Bérangère Dinglas. Le comportement du 2e groupe pharmaceutique français commence à faire parler. Ce matin, le journal Libération fait sa une sur les coups bas du labo du Mediator et consacre une enquête de 6 pages aux coulisses de l'entreprise Servier. Dans Le Monde, la responsabilité du laboratoire est aujourd'hui clairement évoquée. Comment imaginer qu'il ne connaissait pas les effets de sa molécule ? Ils étaient identiques à ceux de l'isoméride, un coupe-fin à l'origine d'un premier scandale dans les années 90. Dans le quotidien, on apprend que le laboratoire sait protéger ses intérêts et cultive le secret à tout prix. Selon un fax confidentiel, on y découvre que la présidente de Servier Amérique demande de préparer plusieurs plans d'action pour neutraliser les opposants à l'isoméride. Ce médicament, cousin du Mediator, interdit dès 1997, qui a fait la fortune de l'entreprise. Le médecin chargé d'enquêter sur ce médicament à l'époque, le professeur Lucien Benahim, aurait reçu des petits cercueils à son domicile. Plusieurs autres acteurs du dossier sont menacés, sans qu'aucun lien avec Servier n'ait jamais été démontré. Hier, Nicolas Sarkozy réclamait la transparence totale en évoquant le système sanitaire, mais restait silencieux sur l'éventuelle responsabilité du laboratoire. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire que le labo, conscient de la dangerosité du médicament, a trompé médecins et patients en taisant les risques liés à la consommation du Mediator. La ministre des Sports, Chantal Joanneau, se dit prête à un ticket avec François Fillon pour la mairie de Paris en 2014. Matignon réagit en jugeant
que tout cela n'est absolument pas d'actualité. Les ambitions se dessinent aussi à droite du côté de Rachida Dati. Nouveau coup d'éclat de Xavier Niel, le patron de Free, déjà hostile au message anti-piratage d'Adopi, réfractaire à la hausse de la TVA. Il refuse de payer la taxe sur la copie privée qui doit être prélevée sur chacune de ces nouvelles Freebox. Enquête de Mounir Soussi et Aurélien Romano. Fidèle à sa réputation de franc-tireur du web, Xavier Niel continue de marquer sa différence. Dernier coup d'éclat en date, pour la sortie de sa nouvelle box, Free refuse pour l'instant de payer 35 € par boîtier au titre de la taxe sur la copie privée. Un scandale pour les défenseurs des droits d'auteur, prêts à régler l'affaire devant les tribunaux. Free sait très bien qu'ils doivent acquitter la rémunération copie privée. S'ils veulent avoir un problème grave avec la création française, qu'ils continuent, qu'ils ne règlent pas cette rémunération, ce serait tout à fait choquant, tout à fait scandaleux et tout à fait lamentable. La taxe sur la copie privée s'applique à tous les supports de stockage, CD, clés USB et disques durs en tête. Pour éviter de passer à la caisse, Free s'appuie sur une faille juridique et technique. La société affirme que sa box Révolution ne contient pas un disque dur, mais plutôt un serveur. Une astuce qui lui permet de contourner cette taxe, une manœuvre habile de la part du trublion du net. Il a fait des choix technologiques en fonction également probablement des textes, et il exploite une ambiguïté du texte, et c'est vrai que c'est un vrai problème, cette taxe, pour tous les constructeurs. Une manne estimée à plus de 17 millions d'euros si l'opérateur devait appliquer la taxe aux 500 000 abonnés qu'il espère recruter en 2011. En tout cas, taxe sur la copie privée ou pas, Internet sera plus cher après la Saint-Sylvestre pour les possesseurs de box. La loi de finances 2011 fait passer la TVA de 5,5 à 19,6% sur les abonnements incluant la télévision. La Chine au secours du Portugal, dont la note est abaissée d'un cran aujourd'hui par l'agence Fitch en raison de la lenteur de la réduction de son déficit. Lisbonne trouve donc de l'aide à Pékin qui se dit prête à acheter pour 4 ou 5 milliards de sa dette, manière pour l'Empire du Milieu de poursuivre dans l'Europe en crise une offensive à la fois économique et diplomatique. Nora Hamadi. Quelques mois après la Grèce, c'est donc le Portugal qui devrait bénéficier de fonds chinois pour éponger sa dette. Une promesse de Pékin bien accueillie par les marchés financiers. Mais un recours de courte durée pour Lisbonne qui risque aussi, après la Grèce et l'Irlande, de faire appel au fonds de sauvetage de l'euro. Sa dette est colossale, sa croissance molle. Le pays se remet très mal de la crise financière et malgré plusieurs plans de rigueur successifs, le gouvernement de José Socrates peine à emprunter sur les bourses mondiales. Pour Pékin, l'objectif est double. Stabiliser la zone euro, c'est surtout stabiliser le premier partenaire commercial de la Chine. Donc, pour maintenir ses exportations et sa croissance, la Chine a besoin d'une Europe forte et qui consomme. Or, la Chine s'inquiète et doute des capacités de l'Union européenne à gérer cette crise. Mais venir en aide au Portugal, c'est aussi s'assurer le soutien de Lisbonne, ancienne puissance coloniale, dans l'accès aux matières premières du Brésil et de l'Angola, ses anciennes colonies. À l'heure où Pékin cherche à s'implanter dans les pays en développement, tous les moyens sont bons. Cette année, les échanges commerciaux entre l'Angola et la Chine ont augmenté de 80%. Manifeste de 85 parlementaires en faveur des chrétiens persécutés en Orient. Parmi les signataires de ce texte publié ce matin par La Croix, également par Valeurs Actuelles, Yves Pozzo di Borgo, sénateur centriste de Paris, qui nous en parlera dans un instant. Interdit de culte ou victimes d'attentats islamiques, ces minorités chrétiennes n'ont guère le goût à fêter Noël cette année. Reportage particulièrement à Bagdad, où l'attaque de la cathédrale par un groupe d'Al-Qaïda avait fait 44 victimes il y a moins de 2 mois. Reportage signé Nafia Abou-Djabar et Fabienne Bruer. Dans l'église Notre-Dame du Salut à Bagdad, Noël ne sera pas la fête habituelle. Plusieurs semaines après la mort de 46 fidèles dans une attaque terroriste, les chrétiens d'Irak sont toujours en deuil. Pas de sapin ni de décoration, c'est une question de survie. Normalement, l'église est décorée, on met un arbre de Noël et tout ce qu'il faut pour célébrer. Mais cette année, il n'y aura rien. Pour sauver nos vies, nous ferons juste une messe et une prière, c'est tout. Alors que la mouvance irakienne d'Al-Qaïda poursuit ses menaces contre la communauté chrétienne, le Conseil des églises en Irak a demandé de limiter les célébrations de Noël au strict minimum, c'est-à-dire la cérémonie religieuse. Alors pour la plus grande fête chrétienne de l'année, seules les vitrines des magasins semblent joyeuses.
Les croyants, eux, ont peur. On ne connaît pas notre destin. J'ai peur tout le temps, même quand je vais au supermarché ou quand je sors la nuit. J'essaie de quitter ma maison le moins possible pour me protéger et protéger ma famille. Certains membres de la communauté ont même reçu des menaces directes. Alors dans tout le pays, des célébrations sont annulées. Dans certains endroits, même les messes seront décalées pour ne pas avoir lieu tard le soir. Et aux abords des églises, la police sera omniprésente. Avec nous donc Yves Pozzo di Borgo et Monseigneur Pierre Wallon, président de l'association d'entraide aux minorités d'Orient. Bonsoir. Dans beaucoup de pays, et pas seulement arabes d'ailleurs, Noël n'est pas une fête pour les chrétiens et ils n'en ont pas le goût, Pierre Wallon. Oui, et surtout en ce moment où les persécutions ne cessent de monter. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir la liesse, la joie de Noël lorsqu'on se sent menacé de mort, surtout après cet attentat spectaculaire, n'est-ce pas, dans cette cathédrale. Enfin, personne ne croyait qu'on pourrait faire une chose pareille. Mais voilà. Au moment de la messe. Tout à fait. Donc il y a une détresse perceptible. Est-ce qu'il y a également un sentiment d'abandon ? J'espère que depuis, les gens là-bas ont compris que les chrétiens de par le monde entier s'intéressent et s'inquiètent pour eux et essayent de faire quand même de la pression sur le gouvernement irakien de pouvoir les protéger. On a vu aussi des déclarations, non seulement du pape, de l'archevêque de Canterbury, mais aussi de grands figures telles que l'ayatollah Sistani, le grand imam chiite, et aussi le grand imam d'Égypte, Al-Tayeb, condamnant ces attentats dans les termes les plus forts. Et il y a donc cette tribune de 85 parlementaires publiée ce matin, je vous le disais. Yves Pozzo di Borgo, vous vous adressez en fait aux autorités françaises. Oui, parce que cette affaire est une affaire qui concerne le monde entier, qui concerne la politique. La France a toujours été un des pays de cette tradition, qu'a souvent défendu d'ailleurs les chrétiens du Proche-Orient, du Liban et d'ailleurs, mais pas que cela. Également, la France est aussi porteur d'un système très particulier que le système laïque, la conception laïque des choses. Et c'est vrai que nous avons un problème avec l'ONU, notamment tous les principes fondateurs de l'ONU sont bafoués par des pays membres de l'ONU. C'est ça le problème essentiel. Et je crois que moi j'ai compris, quand j'ai reçu cette proposition de signer cet appel, j'ai compris que c'était un moyen, il était nécessaire que les politiques s'engagent pour rappeler à tous ceux qui sont les responsables politiques mondiaux, comme les responsables de l'ONU ou dans d'autres catégories, qu'il était nécessaire qu'il y ait des décisions politiques là-dessus. Il y a certains pays, peu quand même, où la pratique religieuse est interdite pour les chrétiens. Je crois que c'est le cas de l'Arabie Saoudite. Ah, tout à fait. Et il y en a peu où vraiment la pratique chrétienne est entièrement interdite, mais certainement au Proche-Orient, on voit de plus en plus que la pratique chrétienne, en particulier, sans parler des juifs aussi, est durement réprimée. Les religieux, quand on les entend s'exprimer, se disent eux prêts au martyr, parce qu'ils ne veulent pas quitter leur peuple. Tout à fait. Tout à fait, d'ailleurs, un des prêtres qui est venu en France se faire soigner. Oui, parce que... Excusez-moi, le père Raphaël Motov, il retourne à Bagdad. Il arrive de la Suède le 28, mais il va retourner aussitôt à Bagdad, reprendre sa fonction. Donc c'est vraiment ça d'un grand courage. Poursuivre sa mission, sachant que ça l'expose à la mort. Absolument. Et il l'a déjà goûté avec une balle dans le ventre. Je crois qu'il ne faut pas oublier que d'abord c'était des Arabes chrétiens qui sont là depuis bien avant que l'islam soit arrivé, c'est leur pays, enfin, et là on les pousse dehors à cause de leur religion. Je crois que c'est vraiment cette affaire des chrétiens d'Iran, même si, de chrétiens d'Irak, même si ça touche en proportion de la population mondiale peu de monde, est un problème fondamental parce que c'est l'équilibre de la Terre. Si les droits de l'homme ne peuvent pas s'appliquer sur l'ensemble de la Terre, alors vraiment on ne pourra plus avoir une société consensuelle. Et je crois que c'est pour ça que cette signature-là, cette lettre des parlementaires, n'est pas simplement une lettre pour la France, c'est une lettre, je crois, pour l'ensemble des responsables qui sont à l'ONU ailleurs. Je crois que c'est ça. Absolument. Que signifierait, selon vous, l'exode de tous ces chrétiens? Yves Pozzo di Borgo dit que ce serait évidemment un terrible échec, puisque ce serait évidemment la fin de la cohabitation de ces religions dans cette partie du monde, une cohabitation déjà bien difficile. Enfin, d'abord, en ce qui concerne la présence chrétienne au Proche-Orient, c'est bien antérieur, n'est-ce pas, à la présence de l'islam. Donc les écoles, les universités, tout ça qui ont été fondées par les chrétiens, continuent, n'est-ce pas, à nourrir ces pays. Alors si tous les chrétiens partent,
toutes ces écoles, etc., vont fermer. Donc déjà quelque chose de pratique, mais plus fondamentalement, ces chrétiens-là ont toujours fait partie de la culture et de la vie de ces pays. Les chrétiens d'Irak sont surtout des gens éduqués, des instituteurs, les médecins, les ingénieurs. Alors perdre toute cette élite, on peut dire, avec un système d'éducation qui dans le temps était très performant, ainsi que leur système de santé avant la guerre. Donc tout ça, c'était grâce à une certaine minorité chrétienne. Mais aussi, il faut dire, par exemple, Bethléem, la présence chrétienne à Bethléem a beaucoup baissé. Et on peut dire, sans exagération, que dans 10 ans, si ça continue, il n'y aura plus de chrétiens résidant à Bethléem. Ce qui est impensable, quand même. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de minorités opprimées sur la planète. Est-ce que vous estimez que la mobilisation reste faible pour les chrétiens? Pour moi, je sais pas. Je pense que non. Je pense qu'il y a. Moi, en France, j'étais très surpris de voir à Paris. Je suis de Paris. Je suis moi-même allé à la messe qu'avait organisée Monsieur 23 pour les chrétiens d'Orient. J'étais surpris de voir le monde qu'il y avait. J'étais surpris de voir à quel point les Parisiens m'en ont parlé de cette affaire-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très populaire en France. Il faut simplement que ceux qui sont les porteurs de discours puissent l'exprimer. Bon, nous sommes quelques parlementaires, nous avons fait ça, mais c'est pas uniquement les parlementaires. Je crois qu'il y a le monde des médias qui doit s'y impliquer aussi. Tous ceux qui sont en fait les porteurs de discours qui puissent influencer l'opinion publique. Pierre Vallon, vous présidez l'association d'entraide aux minorités d'Orient. Concrètement, que faites-vous? Nous aidons les personnes menacées de mort directement et personnellement de trouver refuge. Mais ce n'est pas seulement des chrétiens, il y a aussi certains yazidis musulmans et des sabéens qu'on a pu faire venir en France retrouver refuge ici. Certains, enfin la majorité ont demandé l'asile, mais bien sûr, par exemple les Syriaques, nous avons aidé le gouvernement à identifier les blessés et de les faire venir. Yves Bozzo-Bourgo, je regardais cette tribune donc signée par 85 parlementaires, et il n'y en a que 2 de gauche. Enfin, il y a Jean-Marie Bockel, qui a été un ministre d'ouverture, et le communiste André Gérin. Vous voudriez que cette pétition s'ouvre plus largement de l'autre côté de l'échiquier politique? Bien sûr. Je pense qu'elle est partie tard, parce que moi j'ai reçu aussi tard, j'ai reçu qu'il y a 2 jours, donc c'est peut-être pour ça que nos collègues étant un peu en départ pour leur circonscription ou leur département, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a peut-être pas eu autant de... Mais je ne pense pas que ce soit un clivage gauche-droite, vraiment. Très bien. Merci. Tous ceux qui sont républicains soutiennent les droits de l'homme, de gauche, de droite. Il faut que tout le monde puisse travailler ensemble sur cette question-là. Merci à tous les deux. 2011, sachez-le, nous changeons de sujet, sera l'année de la solitude comme grande cause nationale, annonce hier du Premier ministre. Nous en parlons dans un instant, mais d'abord, le reportage de Thomas Raguet. Donc ici, nous sommes dans le local qui est destiné aux équipes de maraude de la Fédération de Paris du Secours Populaire. Et comme nous sommes des paquets de Noël que François va distribuer ce soir à des sans domicile fixe parisiens. Première victime de la solitude. C'est assez paradoxal, mais ce sont des gens qui vivent dans la rue au milieu de dizaines de milliers de personnes, mais ce sont des gens qui sont très très seuls, qui souffrent d'une grande solitude affective, d'une grande solitude tout court. Et un exemple, par exemple, lorsque vous voyez un SDF dans la rue, il est rare qu'on en voit 2 se déplacer ensemble. Ils sont toujours seuls, ils sont toujours à se déplacer tout seuls dans les rues. Dans ce centre du Secours populaire, d'autres personnes seules viennent chercher un peu de réconfort. Je viens, je prends un café, je discute de ma situation. Si je peux avoir des aides, j'en profite. Et puis en même temps, voilà quoi. Quand on voit les autres aller travailler, ils ont leurs collègues, ils ont leurs amis. Quand on ne travaille pas, c'est très difficile. La solitude n'est pas l'apanage des SDF, elle touche aussi des personnes bien intégrées. Selon une étude, 30% des Français s'en disent victimes. On vit dans un monde de communication, on est sur Internet, on peut communiquer, on peut avoir le sentiment de ne pas être tout seul, parce que sur Facebook, on a des amis. On a X amis, mais en réalité, on peut les compter, les amis qu'on a. Et souvent, ceux qui sont sur Facebook, justement, les amis, ils n'en ont pas beaucoup. La lutte contre la solitude, décrétée grande cause nationale en 2011, va permettre à 25 associations reconnues de diffuser gratuitement des messages sur les ondes du service public. Elles espèrent ainsi davantage de dons pour continuer leur action. Avec nous, Martine Gruer, bonsoir. Vous êtes responsable des solidarités à la Fondation de France, là où les solitudes, grande cause nationale, vous en espérez quoi, vous ? Nous, on en espère simplement la sensibilisation de tous les Français à cette question et un peu plus d'attention peut-être à ses voisins.
Oui, une prise de conscience. Oui. En tous les cas, pour s'y préparer, on peut lire le rapport publié par la Fondation de France, très détaillé, très argumenté sur ces 4 millions de Français, selon vous, qui souffrent de solitude, mais tous ne s'en plaignent pas, en fait. Oui, tous ne s'en plaignent pas, mais c'est vrai que c'est un chiffre extrêmement important, 1 million. Et on a essayé d'être un peu objectif. C'est pas seulement le ressenti qu'on a travaillé dans cette enquête, mais c'est très concrètement, objectivement, on peut dire, le fait que ce sont des personnes qui n'ont aucun contact, pas plus de 2 ou 3 contacts vrais, des échanges de qualité, avec une personne, que ce soit dans le réseau de la famille, des amis, du professionnel ou associatif ou voisin. Oui. Donc c'est quand même très impressionnant. Comment arrive-t-on à se couper ainsi de tout entourage proche ? Écoutez, c'est difficile à dire. Je crois qu'il y a vraiment un peu une maladie de notre société, une sorte de désintégration en ce moment du lien social. On est très poussé, notre société pousse beaucoup à l'autonomie, ça a été beaucoup valorisé. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose, mais on ne le sait pas trop. La vie passe vite et on pense aussi, là, dans cette étude, ce qui nous a frappé, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont un réseau. Par exemple, les familles monoparentales en particulier, ils ont des enfants, donc ça remplit. Il y a aussi des gens qui sont remplis par leur vie professionnelle. Et dès que ça lâche, or tout est maintenant plus précaire, les enfants s'en vont. Le travail, on sait que les licenciements, les déménagements, tout ça peut être un facteur de fragilité. On se retrouve seul. On se retrouve seul. Ouais. À quel âge? Pas forcément au grand âge. Alors, c'est une autre découverte de cette étude, c'est que ça bascule à 40 ans. À 40 ans. À 40 ans. Entre 40 et 50 ans, il y a déjà un très grand nombre de personnes qui sont seules. Et je pense que c'est pour ça que ça vaut le coup d'être attentif aux gens autour de nous, parce qu'on ne le sait pas, on ne l'imagine pas, je pense qu'ils ne disent pas, et qu'il peut y avoir des gens qui souffrent beaucoup à côté de nous. Oui. Ce que l'on constate également, vous le racontez dans votre étude, c'est que lorsque l'on décroche par accident, professionnel ou familial, un divorce, eh bien c'est qu'il est très difficile de retrouver l'envie d'être avec les autres. Hein. Oui. On perd toute envie. Oui, et c'est pour ça qu'on est à la Fondation de France. Donc notre métier, c'est de soutenir des associations, des initiatives collectives, et qu'on insiste, c'est-à-dire on donne même une prime supplémentaire, une subvention supplémentaire lorsque les associations veillent à pas seulement être une offre de service pour les personnes en difficulté qui sont souvent seules, parce que ça aussi on le voit dans l'étude, c'est le parallèle absolu qui est très frappant entre la pauvreté et la solitude. Plus on est pauvre, plus on est seul. C'est quand même aussi un point. Et donc dans les associations, on les encourage à associer les bénéficiaires. Ça veut dire que les personnes en difficulté qui viennent dans l'association, comme on vient d'en voir, oui. Elles vont être partie prenante de ce qu'on va leur proposer. Elles vont dire, moi ce que j'aimerais c'est, elles vont être partie prenante de la réalisation de la chose, de l'évaluation de la chose, et on fait l'hypothèse que si elles sont comme ça, plus dans du faire ensemble, dans de l'utilité partagée, je sers à quelque chose moi aussi, donc j'ai un peu confiance en moi, oui. Je retrouve... Et après il y a le sentiment effectivement de ne servir à rien, donc il y a une dévalorisation qui s'ajoute à la perte d'envie. Voilà, et qui fait qu'on reste chez soi parce que de toute façon personne n'a besoin de moi, donc à quoi bon aller... Et puis même personne ne m'écoute, personne ne s'intéresse. Ce que je dis n'est pas intéressant. On arrive à des mouvements comme ça personnels qui sont de la dépréciation qui renforcent la solitude. Est-ce que les outils modernes de communication peuvent être une solution ou sinon un palliatif? Alors on s'aperçoit aussi dans cette étude que pas du tout. La dame parlait de Facebook là, et on a noté que 88%... C'est facile d'avoir des milliers d'amis sur Facebook. Alors c'est facile d'abord pour certaines générations. Hein. Les plus jeunes le font plus que les plus âgés, je crois que c'est vrai. Mais que ceux qui vont sur Facebook et sur ces réseaux virtuels, finalement, ce sont ceux qui ont déjà un gros capital social, donc beaucoup d'amis, de famille, etc. Et ceux qui les plus seuls, on a vu à 88%, ne vont pas sur ces réseaux. Donc ça ne compense pas du tout. Donc il faut avoir une démarche offensive quand on est voisin d'une personne que l'on devine seule. Je pense offensive gentiment, c'est-à-dire... Bien sûr, oui, mais je veux dire, parce qu'on a fait être suffisamment audacieux pour aller vers la personne. Oui, je pense qu'il faut aller lui demander du beurre, parce qu'il faut aussi se dire que si la personne en est que « venez donc, je suis grand et généreux, je vous invite à ma table », elle se sentira pas bien. C'était une étude qu'on avait fait avant la canicule par hasard. On avait même publié un livre sur cette question des voisins, et on s'était aperçu que pour qu'un voisinage fonctionne, il faut que chacun donne à l'autre, que ce soit une relation d'échange et pas juste une relation du généreux et du recevant remerciant. Est-ce que certaines personnes se trouvent seules, même au milieu d'une communauté ou